Le premier instant où les enfants des rois ouvrent les yeux à la lumière est celui qui vient quelquefois fermer pour toujours leurs paupières. Ces mots de Jean de La Fontaine dans La mort et le mourant nous rappellent que ce que la vie donne, elle peut aussi nous le reprendre, avec une violence telle qu'elle en est indicible. Il n'existe pas de mots pour évoquer ces parents orphelins de leur enfant, car l'injustice est trop grande et trop insupportable. Vous écoutez le 111e épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. L'histoire de Tiphaine est racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos. Je grandis dans une famille très soudée et très unie quoi qu'il arrive. J'ai 2 sœurs, une grande sœur de 5 ans mon aînée qui est mon modèle de perfection et ma petite sœur qui a 2 ans de moins que moi et avec qui j'ai une relation très fusionnelle. Toute petite, on partage tout, on vit tout ensemble, on se raconte tout. Le fait d'avoir vécu tous ces moments si précieux et si rares avec mes sœurs m'a rapidement en fait donné l'envie de pouvoir donner la chance un jour à mes enfants de vivre ce même bonheur. En 2005, ma grande sœur tombe enceinte et attend son premier enfant, une petite fille, une petite princesse de la famille. J'ai 22 ans à l'époque et au-delà du bonheur bien sûr que ça lui procure, on est tous vraiment ravis dans la famille de pouvoir avoir des moments familiaux avec cette nouvelle génération. À ce moment-là, je suis très heureuse en couple. Je me rends compte à quel point j'ai envie de pouvoir avoir moi aussi mon propre enfant, pouvoir faire jouer ensemble les cousins-cousines. Je suis encore en études de pharmacie, donc c'est pas à l'ordre du jour, je dirais de façon pratico-pratique, même si je sais que fonder une famille, c'est vraiment ma priorité et que ce sera un véritable accomplissement. 2 ans plus tard, j'ai 24 ans et ma sœur tombe enceinte de son 2e enfant. Ils habitent assez loin, donc on les voit pas souvent, mais c'est vrai que dès qu'ils rentrent à Caen, on s'en occupe avec mon ami et c'est vrai que je me dis vraiment que j'ai hâte que ça puisse être les nôtres et de pouvoir vivre ça avec lui. À 25 ans, je décide de passer le concours de l'internat de pharmacie que j'obtiens. Alors pas dans ma région, donc ce qui m'impose de déménager et je me retrouve en Bretagne à rentrer uniquement les week-ends, ce qui complique un petit peu les choses, encore une fois, où mon projet se retrouve un petit peu reporté. L'internat, c'est aussi un moment où je me retrouve pour la première fois vraiment toute seule loin de ma famille, donc où je me découvre moi, avec des envies, à rencontrer des gens différents de ceux que je pouvais côtoyer avant. La distance faisant, on finit par se séparer avec mon ami. Puis je finis par déménager à Nantes. Je rencontre vraiment des vrais amis que j'ai toujours aujourd'hui. On passe des moments super et voilà, le fait de me retrouver célibataire, c'est vrai que j'ai eu d'autres envies et que celui de la maternité, même s'il n'était pas complètement évanoui, mais en tout cas, j'avais l'impression de m'accomplir différemment. On n'a de compte à rendre à personne, on n'a pas de contraintes, on rentre à l'heure qu'on veut, on n'a que soi à s'occuper et c'était assez agréable à ce moment-là. Pendant mes études, je passe 2 thèses. Et puis, à la fin de mon cursus, je trouve mon premier poste directement en tant que responsable labo dans un petit labo de cosmétiques en Bretagne. Donc là, j'ai 30 ans, je rencontre le papa de mes enfants. On profite bien, la vie est chouette, on est à 2, je suis autonome financièrement, tout va très bien. Et puis, voilà, la trentaine est arrivée, ma grande sœur a eu son 3e petit bout entre-temps. Donc c'est pas une priorité, mais je commence à y repenser parce que les conditions sont favorables et puis que j'ai l'impression d'avoir rencontré la bonne personne. Donc de façon un peu spontanée, un soir de juin, on s'est dit tiens, pourquoi on ferait pas notre premier enfant. Voilà, en se disant qu'on avait le temps, c'était pas une urgence, mais à partir de là, je sais que ça rentrait à nouveau dans nos projets. Donc je suis tombée enceinte 6 mois plus tard. Une grossesse qui s'est très bien passée. Alors ça a été forcément, enfin, alors je dirais pas un soulagement, mais un bonheur pour tout le monde de se dire qu'on allait pouvoir enfin agrandir la famille, puisque les enfants de ma sœur étaient plus des bébés, donc je crois que mes parents avaient hâte de pouvoir être à nouveau grands-parents, et ma grande sœur, elle aussi, de devenir à son tour la tati.
Donc au moment où on décide de faire cet enfant, je me pose pas mal de questions quand même, de me dire est-ce que je suis prête, est-ce que finalement cette petite vie qu'on s'est créée où on n'a pas de contraintes, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie, parce que je vois bien quand même du fait de m'être occupée de mes deux nièces et puis aussi de mes amis qui à ce moment-là ont des enfants en bas âge, et je me rends compte que on rentre plus quand on veut, que c'est tous les jours, et que je me demande si je serais capable d'être patiente, si c'est vrai que moi j'aime bien que les choses aillent assez vite, qu'elles soient faites à ma façon. Donc le fait de laisser finalement un petit être extérieur venir diriger tout ça, est-ce que je serais prête? Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie? La grossesse se passe très bien. On apprend au départ que c'est une fille, puis à l'écho d'après c'est un garçon. Bon, au final ça reste un garçon, mais au départ j'avais très envie d'une petite fille, et une fois que j'ai su que c'était un petit garçon, on se rend compte que finalement le plus important c'est que tout se passe bien. On déménage, on prend une petite maison sympa où on commence à projeter un petit peu les choses, et pour qu'il ait son petit espace et qu'on puisse être tranquille. À 6 mois et demi de grossesse, dans la nuit du 29 au 30 mai, je me réveille à 3 heures du matin, trempée, en me disant mais mince, qu'est-ce qui se passe? J'avais vraiment l'impression d'avoir fait pipi. Et puis je me lève, je vais dans la salle de bain, et là je me rends compte qu'en fait j'ai plein de sang. Je suis pas sur le moment complètement en panique, j'appelle mon ami, je lui dis bon écoute, là j'ai du sang, va falloir qu'on aille à l'hôpital. Je reste assez calme, je prends même un petit café avant qu'on parte, parce que je me dis que si jamais il faut rester à l'hôpital et que j'ai pas le droit de manger, au moins j'aurais pris mon petit café avant de partir. Donc on part avec juste mon sac à main, mais pas du tout de valise de maternité, puisque à ce terme-là, elle est pas prête. 15 jours plus tôt, j'étais déjà allée consulter aux urgences pour des douleurs au ventre. On est resté sur place 1 heure, j'avais eu un monito, le col, tout était normal. Enfin, on m'avait parlé de douleurs ligamentaires. Et c'est vrai que dans cette nuit-là, la veille au soir, j'avais eu les mêmes douleurs, mais qu'on s'était pas inquiété, puisque finalement, c'était très ressemblant à ce qui s'était passé 15 jours plus tôt. Donc je me suis dit que ça allait se passer, qu'il fallait que je me repose, et voilà. On arrive à l'hôpital, je suis prise en charge aux urgences rapidement, il n'y a personne, il est 3h30, 4h du matin, on m'installe en salle d'examen, la sage-femme me pose un monito, et puis on nous laisse tous les deux. Se passe un premier quart d'heure, on entend le bruit du cœur battre, et ça c'est un chouette moment, parce que pendant mon suivi de grossesse, on n'écoutait pas systématiquement le bruit du cœur à l'écho, donc là c'était un chouette moment de pouvoir entendre ça. On a au départ le passage de l'interne qui dit pas grand-chose, et puis finalement c'est la gynécologue de garde qui nous retrouve et puis qui nous explique que on va me garder à l'hôpital, que je vais être transférée à Rennes, et puis qu'on va retarder au maximum l'accouchement. Je suis un peu stupéfaite, puisque je lui dis mais si je suis qu'à 6 mois et demi de grossesse, je vais pas attendre 2 mois et demi à l'hôpital qu'on retarde l'accouchement, c'est pas possible. Là, elle nous dit, si, je pense que ce sera plus raisonnable, mais on va laisser encore le monito un petit peu, et puis je reviens vous voir. On se retrouve tous les deux un peu sous le choc, mais après tout le monde autour de nous est calme. On se dit, bon, on va prendre ce qu'il y a à prendre, et puis si c'est ce qu'il y a de mieux à faire, on fera ce qu'il faudra. Quelques minutes plus tard, elle revient, avec un air un peu plus préoccupé, mais toujours très calme et toujours très bienveillante, pour nous dire, finalement, il y a des anomalies au niveau cardiaque. Je pense que votre bébé est en souffrance, donc on va vous transférer à Rennes. On va le faire venir aujourd'hui. Bon, donc là, ça se précipite un peu quand même dans ma tête. Je pense à des choses pratiques, comme ça, mais il n'a pas de chambre, mais j'ai pas d'affaires. Là, il va venir, mais j'ai même pas un pyjama. La gynécologue demande à mon amie de repasser à la maison pour aller récupérer ma carte de groupe sanguin qu'on n'avait pas avec nous, pour qu'on puisse avoir tous les éléments importants pour pouvoir partir à Rennes. Je me retrouve toute seule, et puis la gynécologue revient au bout de 10 minutes, et elle me dit non, mais en fait, votre enfant, ça va pas. On va aller le faire naître maintenant, et on peut plus attendre. Là, ce que je me dis, c'est que mon amie est pas là, que je suis toute seule. Une infirmière vient me préparer, me pose une sonde, etc. Je pense au fait que j'ai pas fait du tout mes cours de préparation à l'accouchement, et que je sais même pas comment la anesthésie va se passer. Donc mon amie me rejoint au bloc opératoire in extremis. Je venais d'arriver, on m'avait juste posé la péridurale.
Et puis finalement tout a été assez vite, puisque entre le moment où je suis rentrée dans le bloc opératoire et le moment où Samuel est né, il s'est passé, je pense, à peu près 30 minutes. Donc au moment où ils ont commencé la césarienne, on m'a prévenu que la péridurale n'avait pas eu le temps de faire forcément complètement effet. Je me souviens pas sur le moment, mais mon ami me le dit, que au moment où ils ouvrent, j'hurle très fort. Je me souviens pas forcément d'une douleur, mais je pense que c'était un petit peu plus l'évacuation de la peur qu'autre chose. C'est quelque chose qui le marque à ce moment-là. Samuel est ramené directement avec le pédiatre en réanimation. On l'entend pas pleurer. Et puis on m'explique qu'on va me recoudre et que on va nous tenir au courant. Je suis transférée en salle de réveil et là on vient nous voir pour nous demander si on a un prénom pour notre enfant. Et donc oui, Samuel, c'est un prénom qu'on avait décidé déjà depuis plusieurs mois. On nous explique à ce moment-là que la réanimation a été longue et difficile, que pendant 10 minutes, il avait fallu faire des massages cardiaques et puis injecter différents médicaments pour faire démarrer le cœur, etc. Mais que Samuel est là, Samuel est vivant, qui va être transféré le plus vite possible à Rennes. Avec mon ami, on décide tout de suite que lui partira avec Samuel, que moi je resterai et que je pourrai être transférée le plus vite possible pour les rejoindre plus tard dans la journée. Je suis dans mon lit et on m'emmène quand même jusqu'à la couveuse, juste avant le départ de Samuel en ambulance. Un geste qui m'a beaucoup touchée des équipes, c'est qu'ils ont pris une photo de Samuel avant qu'il parte. Je suis toute seule en salle de réveil, je demande le téléphone et j'appelle ma mère. Il est 7h du matin. Je suis remontée dans ma chambre, moi je récupère bien, ma mère me rejoint. Commence une journée très très longue où j'attends l'autorisation finalement de pouvoir retrouver mon fils. Son papa m'envoie les premières photos une fois que lui a pu le rejoindre, donc il est installé en réanimation. Et là, il a beau avoir 6 mois et demi, c'est un petit bébé parfait, avec des petits doigts, un petit nez, des oreilles, plein de cheveux déjà. Et j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de le retrouver. Une fois arrivé à Rennes, on me propose d'aller rencontrer le médecin, mais je réponds que non. Vraiment, la première chose que j'ai envie, c'est de pouvoir retrouver Samuel. Donc on me met en fauteuil et puis je suis descendue auprès de lui dans cette unité où quand on entre, tout est plongé dans la pénombre, dans le silence, avec les bruits des machines. Donc Samuel est dans sa chambre particulière. Je rentre et là, c'est vraiment le coup de foudre immédiat. Il est tout petit, il est entouré de fils, il est entouré d'électrodes. Mais dès le moment où je pose ma main sur ses petits doigts, en fait, tous les doutes que j'avais pu avoir, tout s'envole d'un coup. Je suis sa mère, c'est mon fils, et il n'y a plus à savoir si ça va être une contrainte ou pas. Je sais que je l'aime déjà de tout mon cœur. À ce moment-là, il ouvre ses petits yeux, et c'est vrai que il est juste parfait. Et puis il est là, quoi. C'est vrai que après toute cette journée séparée, c'est sûr que l'accouchement c'était pas ce que je m'étais imaginé. On nous explique, on voit dans les films ce moment d'émotion où une fois le bébé sorti, on le pose sur le ventre et la maman qui s'effondre de bonheur, etc. Donc c'est pas notre histoire, mais à ce moment-là, je sais que notre duo est parti pour la vie, quoi. 1 heure après, on est reçu, mon ami, ma mère et moi, par le chef de service qui nous explique très clairement que son inquiétude, c'est pas du tout la prématurité. Samuel fait 1,2 kg et 38 cm. Pour eux, c'est pas un souci de gérer un petit gabarit comme ça, puisque ils sont habitués à prendre en charge des bébés de 500 grammes. En revanche, ce qui l'inquiète, c'est finalement l'anoxie. Alors l'anoxie, c'est quoi ? Ça veut dire que Samuel, au moment de l'accouchement, il a été privé d'oxygène pour des raisons qui sont inconnues. Que c'est mon hémorragie qui a provoqué l'arrêt de l'oxygénation dès le milieu de la nuit, ou est-ce que c'est arrivé au moment de l'accouchement ? On ne le sait pas et on ne le saura jamais. Donc c'est ça qui l'inquiète, parce que finalement, il ne peut pas quantifier combien de temps Samuel est resté sans oxygène, et que l'absence d'oxygène a provoqué un gonflement du cerveau, etc., et qu'on ne peut pas encore faire d'examen, qu'il faut attendre pour que les choses se résorbent et qu'on puisse voir finalement si les complications qu'on peut redouter étaient légitimes ou pas. Il nous explique qu'on est certainement là pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et puis, il nous explique un petit peu les règles de fonctionnement du service. On peut venir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, qu'on est toujours les bienvenus, et que c'est vraiment très important pour Samuel qu'on puisse être auprès de lui.
On demande un peu quel type de complications on peut attendre. Il reste assez vague du fait de ne pas avoir d'éléments tangibles sur lesquels se reposer pour dire. Ça peut très bien tout à fait se résorber et qu'il n'y ait pas de complications. Ou à contrario, on peut déjà craindre un handicap lourd et on ne sait pas à ce moment-là. Dans la continuité de la journée, je suis pas très inquiète. Je me dis bon, ok, c'était pas prévu que j'accouche aussi vite. Bon, maintenant j'ai accouché et il est là. Bon, là, on nous prévient que peut-être ça va pas bien se passer, mais je me force pas à croire que ça se passera bien. J'en suis intimement persuadée. Voilà, toutes ces questions qui ont volé en éclats à partir du moment où je l'ai vu, là, c'est la même chose. Je me dis, bon, non, c'est une évidence, tout va bien se passer et voilà, on aura une super histoire à raconter plus tard et oui, ce sera un début de vie un peu difficile, mais j'envisage pas les choses autrement que tout rentre dans l'ordre et que tout ira bien. Un point qui préoccupe pas mal le médecin, c'est quand même la présence de convulsions. Il nous explique qu'il a été obligé de mettre des médicaments assez forts pour pouvoir les stopper et que il va falloir redescendre petit à petit les paliers pour pouvoir voir si finalement les convulsions cèdent sans médicaments. La contrepartie de ces médicaments-là, c'est que même si les convulsions finissent par s'arrêter, du coup ça plonge Samuel dans une sédation assez profonde et ce qui limite beaucoup nos interactions. Donc le premier jour où on l'a vu les yeux ouverts, c'est vrai que les jours qu'on suivi, on n'a pas pu avoir ces échanges-là, puisque il était complètement endormi par les médicaments. Donc j'ai mes sœurs au téléphone. Là, c'est branle-bas de combat, tout le monde lâche sa vie et tout le monde prévoit de pouvoir prendre le train et de traverser la France pour pouvoir me rejoindre. Les jours qui suivent, on apprend nos premiers gestes de parents qui sont assez maladroit parce que c'est vrai qu'un bébé en couveuse, ça demande des soins très spécifiques. Samuel est changé de position toutes les 3-4 heures par les infirmières pour éviter des points de contact qui pourraient être douloureux. Et le deuxième jour, les infirmières du service proposent à mon ami de le prendre en peau à peau. Moi, je me sens trop fatiguée pour ça, puisqu'on nous explique quand même que sortir Samuel de la couveuse, c'est pas un geste anodin, donc c'est pas comme un petit bébé qu'on pourrait prendre juste pour se faire plaisir 2 minutes dans les bras. C'est toute une installation, et qu'à partir du moment où on le sort, il faut que ça puisse quand même être pour un moment. C'était un super moment pour moi de voir mon ami avec lui et malgré tout que ça puisse être un moment câlin et qu'on fasse un peu sauter les barrières finalement de toute cette couveuse et tout cet équipement, etc. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir le prendre comme ça dans les bras le 3e jour. Donc oui, on se prépare, on s'installe dans un fauteuil. Alors là où je me dis encore une fois, mais est-ce que je vais être assez patiente pour le tenir 3 heures sans avoir mal partout, etc. Et puis le moment où on le pose dans mes bras, à nouveau toutes ces questions qui s'envolent et là c'est vraiment le temps qui s'arrête. Je me sens vraiment pleine d'amour et en contact avec lui. Chaque jour on vit finalement notre petite vie de famille. On donne le bain, on change la couche, on lit des histoires. C'est chouette puisque donc toute ma famille est là et donc Samuel commence déjà à s'inscrire dans la fratrie. On fait des coups de fil vidéo avec les cousins-cousines. On sent que tout le monde est vraiment ravi de l'arrivée de ce petit bout sur cette terre. Je dirais que le moment le plus difficile, c'est quand arrive la fin de journée et que moi je retourne dans ma chambre d'hospice. Les rares moments où je m'échappe et que je laisse Samuel soit avec son père, soit avec ma famille, je commence à me poser des questions de revivre finalement cette nuit du 29 mai en me demandant mais voilà, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour que ça se termine pas comme ça ? Est-ce que j'ai pas assez pris soin de moi pendant la grossesse ? Est-ce que j'ai trop travaillé et que le stress que j'ai pu ressentir a finalement été néfaste ? Est-ce que si j'étais partie aux urgences plus tôt ce soir-là, il n'y aurait pas eu cet épisode d'hypoxie et que Samuel ne serait pas obligé d'être en réa. Les moments où je me retrouve seule finalement sont assez difficiles parce qu'ils me permettent de me poser toutes ces questions-là qui sont peut-être pas les plus pertinentes au moment, mais qui commencent vraiment à me hanter. J'ai pu en discuter avec une sage-femme du service de maternité
qui a vraiment été d'une bienveillance incroyable, avec qui j'ai pu poser les mots sur les appréhensions que j'avais ou sur ce que je pouvais ressentir. Et c'était assez étonnant parce que malgré la présence de ma famille, qui était vraiment là en soutien, je n'avais pas osé en parler à quelqu'un d'autre. C'était plus simple d'en parler à quelqu'un d'extérieur parce que déjà la vie aurait été plus objectif, de me dire oui, non, c'est de votre faute ou pas. Puis, quelque part, si elle me disait que c'était ma faute, c'était pas quelqu'un qui allait rester dans mon entourage après. Donc, j'aurais pu vivre avec le fait que quelqu'un se dise ça de moi, alors que clairement, j'aurais jamais pu vivre avec le fait que quelqu'un de mon entourage pense ça de moi. Dix jours après la naissance de Samuel, il a passé une première écho du cerveau. Les résultats, là, sont pas bons. On nous explique qu'il va falloir pousser les examens un peu plus loin et qu'on va lui faire passer une IRM. Ce jour-là, c'est le premier jour, je crois, où tout cet espoir que je nourris depuis le début commence un peu à s'effondrer. C'est finalement le premier pas vers les lésions cérébrales qu'on redoutait. Et là, démarre une longue attente entre le moment où on nous annonce ses premiers résultats et où on sait qu'on va devoir attendre les résultats de l'examen suivant. Donc le lendemain, on est convoqués, mon amie et moi, dans le bureau du médecin. Et elle a le regard vraiment grave pour la première fois. Elle nous dit bon, je vais pas tourner autour du pot. On est là pour les résultats de l'IRM de Samuel et les résultats ne sont pas bons. Elle nous explique l'ensemble des zones du cerveau qui sont atteintes. Au milieu de sa phrase, vraiment, je m'effondre. À l'intérieur de moi, ça se refuse à ce qu'elle aille plus loin parce que je sais très bien que, vu la liste, et même sans être médecin, je sais très bien que ça veut dire que tout espoir d'une vie normale, en tout cas, est terminé. Donc là, je demande à sortir un petit peu avant qu'on continue l'entretien. Ma famille m'attend dans ce qu'ils appellent le salon des familles, qui est un petit salon d'attente. Et ma grande sœur sera en premier, et là, je la regarde en lui faisant un nom de la tête. Toute ma famille arrive autour de moi, et on se serre tous très fort dans les bras. Je vais faire une pause avec mes sœurs dehors pendant 1 heure, où là, elles me disent rien. Je fais juste que pleurer, j'ai rien besoin d'entendre, j'ai juste envie que le temps s'arrête et je sais très bien que dès le moment où je vais retourner dans cette salle et qu'on va terminer cet entretien, en fait je veux pas savoir ce qui peut être dit et ce que ça peut devenir, je sais juste que ce sera pas ce que je veux et voilà. Au final, on est bien obligé, je retourne dans la salle d'examen et donc là, effectivement, on commence à aborder de façon plus concrète le type de séquelles qu'on peut attendre. Et là, on nous explique que, en gros, Samuel pourra jamais même déglutir tout seul. Donc, on n'est pas à des considérations de savoir si ce serait un handicap mental léger ou quoi. Enfin, c'est que là, on est vraiment sur même des fonctions vitales qu'il pourrait pas assumer tout seul. On nous explique la suite, qu'en gros, il va y avoir une réunion collégiale, qui est un grand mot pour dire que différents médecins de différentes spécialités, certains qui ont pris en charge Samuel et puis d'autres qui ne le connaissent pas pour avoir une impartialité vont se réunir, vont faire le point sur toutes les données médicales depuis sa naissance et puis vont statuer si la qualité de vie qu'on peut attendre vaut le coup ou pas. Donc on continue la réunion en envisageant la suite, en dehors de cette réunion collégiale qu'on connaît, on demande comment on va pouvoir organiser les choses. Là, on nous répond qu'il n'y a plus de règlement intérieur, qu'on peut faire ce qu'on a envie. Et la puéricultrice me regarde en me disant « Mais là, qu'est-ce que vous rêveriez de faire avec votre enfant là tout de suite ?» Et je réponds « J'aimerais pouvoir dormir avec lui. » Le soir même, on m'installe un lit dans sa chambre et je descends mes affaires et j'ai lit domicile dans la chambre auprès de mon fils. La première nuit auprès de lui, c'était vraiment magique. J'ai pu être là vraiment à tous les soins. Et puis j'étais auprès de lui, quoi. J'avais presque l'impression que c'était un moment normal de dormir auprès de mon enfant. On commence à réfléchir à tout ce qu'on aura envie de faire avant que Samuel ne parte. Je pense au baptême. Alors, j'ai pas une raison particulièrement religieuse d'avoir envie de ce baptême, mais ça fait un peu écho à toutes nos fêtes de famille. Finalement, je me dis, ça peut être une occasion de le célébrer, de pouvoir être tous ensemble pour un événement pour lui.
On part à la bijouterie lui faire une gourmette. Ma famille me dit de toute façon, sa gourmette, tu la garderas. Là, je me dis, mais non, mais c'est juste inconcevable. Finalement, ce jour-là, on fait graver 2 gourmettes, une en or jaune pour lui et une en or blanc que je décide finalement de me faire pour moi et de la garder. Pour des raisons de contraintes professionnelles, les parents de mon ami peuvent venir que très tôt. On organise le baptême à 6h du matin dans sa chambre. C'est un moment très doux, hein, volé à tout ce qui se passe. On est tous ensemble autour de lui. La cérémonie dure une petite heure. Mes sœurs ont préparé un joli texte où elles ont repris Le Petit Prince, un texte qui nous parle beaucoup puisque c'est un de mes livres préférés. Samuel était dans mes bras pendant toute la cérémonie. Chaque membre de la famille a pu venir faire un petit signe, croyant ou pas, mais avoir ce moment privilégié de contact avec lui. Puisque c'est vrai que on n'est pas dans la configuration où on peut dire tiens, prends-le dans tes bras quelques instants. Donc on ait pu être tous dans la même pièce, Samuel en dehors de sa couveuse, c'était un moment vraiment de partage fort tous ensemble. Quand Samuel a 2 semaines, c'est le jour de la réunion collégiale. Les médecins doivent se réunir à 14h. Je commence un peu à m'angoisser en me disant mais est-ce que ça va durer 5 minutes parce que finalement le cas Samuel c'est simple, c'est aucun espoir, c'est aucune vie derrière et donc il n'y a pas besoin de tergiverser pendant des heures et des heures. Ce qui me fait du mal à ce moment-là parce que je me dis que j'aimerais que ça prenne, que ce soit un débat éthique énorme parce que oui, quelque part, il pourrait rester un espoir et que peut-être si on en parlait longtemps, peut-être qu'on finirait par trouver une solution. Finalement, c'est au bout de 2 heures, on nous a convoqués. Et donc, comme on le pensait, la conclusion est claire. Il n'y a pas assez de bénéfices pour envisager une vie qualitative. Donc, les médecins préconisent l'arrêt des soins et puis de laisser partir Samuel. Donc, on réfléchit à combien de temps on veut se donner. On peut pas s'empêcher de penser que on n'a qu'à laisser ça comme ça pendant des mois. Quelque part, il sera toujours là. Ce sera mieux que d'envisager autre chose. Et puis, reste quand même la question en suspens de savoir s'il souffre ou pas, Samuel, à ce moment-là. On sait qu'il est bien pris en charge avec des médicaments pour pas qu'il souffre. Mais quelque part, on peut pas communiquer, on sait pas. Donc, c'est pas la peine non plus de faire durer les choses trop longtemps. Et puis, on dit qu'en même temps, ce serait s'infliger à nous trop de souffrance. Comme on nous avait prévenu, on nous a juste demandé si on émettait un désaccord avec leur avis, donc ce qu'on n'a pas fait. Donc dans l'aspect pratique, on se dit alors est-ce qu'on fait ça demain ? Et puis à ce moment-là, je me dis non mais demain c'est trop tôt. En fait, je préférerais qu'on se dise dans 2 jours. Dans 2 jours c'est pas demain. Et j'ai l'impression que ça laisse quand même un petit peu plus de temps. On répond au médecin qu'on voudrait que ça se fasse un soir, dans mes bras, et dans 48 heures. C'est assez particulier ce qu'on ressent au moment où on prend ces décisions-là, parce que on donne un avis, on essaye de faire au mieux. On peut pas s'enlever de l'esprit que c'est pas des décisions qu'on devrait prendre. Mais en même temps, Samuel est encore là, et même si depuis l'annonce des résultats de l'IRM, j'ai l'impression que tout m'échappe et que je maîtrise pas. Je me dis que je me dois de tenir et je me dois de pas m'effondrer et je me dois d'être la maman qui s'occupe de son enfant jusqu'au bout. Donc en fait, on est sous le choc, mais on tient bon parce qu'il faut et qu'on n'a pas d'autre choix. Le dernier jour de vie de Samuel sur Terre, c'est une journée qui est très longue, avec à la fois l'envie d'être avec lui chaque seconde et en même temps quelque part de pas être dans sa chambre parce que comme si le fait de pas être avec lui ferait que le temps s'arrêterait et qu'on pourrait reculer un peu l'échéance. On prend un temps particulier le matin pour lui redonner un bain et là c'est vraiment à nouveau merveilleux puisque depuis plusieurs jours où on n'avait plus trop d'interactions, ce jour-là, Samuel ouvre les yeux, on a l'impression presque qu'il nous fait des sourires. J'ai un moment où il est dans sa couveuse et où j'entends des petits gémissements. Alors, je demande aux infirmières, je dis mais est-ce que c'est possible que c'est sa voix que j'ai entendue ? Et alors on me répond non, très certainement pas. Et puis finalement, elles vont regarder, je sais plus quel enregistrement, et ou si finalement c'était tout à fait possible que ce soit ça.
Mon ami est allé acheter de quoi faire des empreintes, donc on fait des empreintes de ses petites mains et de ses petits pieds. Cette journée-là, je l'ai beaucoup en peau à peau. Je fais une séance le matin de 2 heures où on s'installe devant un film. C'est l'anecdote, mais on avait beaucoup rigolé pendant ma grossesse pour dire qu'on l'appellerait Olaf, comme dans La Reine des Neiges. Donc on est allé acheter le DVD de La Reine des Neiges pour regarder ça tous les trois. En fin de journée, mon ami et moi, on part tous les deux. On laisse Samuel dire au revoir à la famille. Et puis on se prend un temps tous les deux où on dîne et où on se prépare à la soirée qui nous attend. On nous a prévenu que ça pouvait être long, mais voilà, on se tient prêt et à 20h, on retourne dans le service. Et là, on s'installe donc dans la chambre de Samuel avec le chef de service de Réa qui sera là jusqu'à ce que Samuel parte. Donc, il nous explique comment ça va se passer, qu'on va débrancher Samuel, que ça peut durer quelques minutes comme plusieurs heures. Et je m'installe dans le lit, on sort Samuel de sa couveuse, on vient l'installer sur moi. On lui enlève là tous ses petits tuyaux. Et donc, c'est la première fois où il est sur moi vraiment comme un petit bébé. Où c'est un vrai pot à pot sans se soucier de pas remuer pour pas, je sais pas moi, bloquer un tuyau ou peu importe. Et puis on lui enlève son petit scotch de son nez qui lui maintenait les tuyaux et c'est la première fois qu'on voit son nez. Alors, on sourit parce que depuis le début on avait peur qu'il ait le nez de son père et on se rendait compte que c'était le mien et on était quand même bien soulagés. Je me mets à parler à Samuel de plein de choses. Au départ de tout ce que je sais que je ferai plus, comme de retourner à mon travail. Je prends un moment justement pour lui expliquer un peu toutes les questions que je m'étais posées pendant la grossesse, de savoir si j'allais être une bonne mère, si j'allais être patiente et que du coup je le remercie d'avoir pu me faire répondre à ces questions-là, que je l'aimais d'un amour inconditionnel, que voilà, grâce à lui je révélais finalement une facette que je connaissais de moi depuis des années, mais qui, pendant un temps, s'était un peu enfouie et qui était bien plus importante que ce que j'avais pu projeter, en fait. De lui dire que c'était peut-être pas l'histoire qu'on attendait, mais que ça avait été vraiment des vrais moments de bonheur. Je lui ai fait la liste aussi de tout ce que j'étais triste de tout ce qu'on pourrait pas faire ensemble. Alors ça allait du fait que je l'entendrais jamais m'appeler maman, que je l'emmènerais jamais à l'école, que je le verrais jamais souffler ses bougies, que on s'engueulerait jamais, que je l'entendrais jamais pleurer. Enfin bref, que ça resterait le bébé parfait toute sa vie. Il y a des moments difficiles qui ponctuent quand même ce moment d'échange, parce que des moments où ça, les médecins nous avaient prévenus, où Samuel essaye de reprendre sa respiration, où du coup ça fait des bruits qui sont assez... assez traumatisant. Mais il est dans mes bras, je sens que je l'accompagne et au final je finis par m'endormir. Je sais pas trop combien de temps. Et au moment où je me réveille, où j'ouvre les yeux, le chef de service nous regarde et nous dit « Je pense qu'il est décédé il y a 10 minutes ». On enterre Samuel 5 jours après. Encore une fois, le point de ralliement central de la famille, c'est Caen, et ça nous a paru évident qu'on allait le faire enterrer là-bas. La cérémonie se passe comme on avait pu le préparer avec ma petite sœur, avec les chants et les textes qu'on avait décidés. On l'enterre dans un petit cimetière paysager. C'est un endroit qui est presque apaisant. Donc le matin, on se retrouve tous à la chambre funéraire. Et là encore, c'était un moment important puisque toute la famille proche a été avec nous au moment où on l'a mis dans son cercueil. Le moment où on entre dans l'église est un moment particulièrement difficile de cette journée. C'est le moment où je prends conscience que qu'est-ce qu'on va faire après ? Parce que finalement, depuis la naissance de Samuel, on a été dans un rythme, il y a eu toujours des choses à faire, toujours des choses à penser. Et là, je me dis que on arrive au bout de l'échéance et oui, je sais pas ce que je vais faire après tout ça. Après la cérémonie, on se retrouve tous chez mon père et à la fin de la journée, tout le monde repart à sa vie. Mon ami et moi, on rentre chez nous. On se retrouve dans cette maison dans laquelle on aurait dû rentrer avec notre fils.
Alors une chance ou pas, on n'avait pas encore préparé la chambre. Donc voilà, on arrive dans cette maison vide, mais à la fois vide de tous les projets qu'on avait faits. Samuel étant né à plus de 24 semaines, j'ai eu droit au congé maternité. Je ressens le besoin vraiment de toucher le fond. J'ai besoin de ça parce que je sais que, contrairement à mon ami qui lui reprend rapidement sa vie active, reprend le travail, moi je sais que j'ai besoin d'être confrontée à ça avant de pouvoir vraiment rebondir et je me dis que si je prends pas ce temps-là, je sais que ce sera pour me le prendre dans la figure plus tard. Les journées s'enchaînent et mes émotions alternent. Je passe par la colère, des moments vraiment de désespoir et puis surtout je ressens une injustice. Je me dis pourquoi nous, on a tellement d'amis qui vivent leur vie de parents normalement, qui mettent au monde des enfants, c'est simple, c'est insouciant. J'arrive pas à comprendre ce qu'on a fait pour pouvoir mériter ça. 15 jours après le décès de Samuel, on repart voir la gynécologue qui a fait mon accouchement. Elle prend 2h30 pour redérouler avec nous tous les événements. Mais malheureusement, la question principale reste sans réponse, puisque il n'y a pas vraiment de raison médicale pour expliquer ce qui s'est passé. Donc ça, c'est assez difficile, parce qu'on nous parle d'accident. Pour tout accident, il y a une cause, que ce soit un accident de voiture, voilà, ça peut être un problème humain, ça peut être un problème mécanique, mais il y a toujours une cause. Et ça, c'est très difficile d'accepter qu'on ne saura jamais ce qui se passe. On parle aussi pendant ce rendez-vous de l'hypothèse d'une seconde grossesse. Et là, encore une fois, je sors très en colère, puisque la gynécologue nous annonce que il faudra attendre au minimum 6 mois, et que dans l'idéal, il faudrait même attendre 1 an. Je me dis, mais ça suffit pas déjà qu'on me prive de mon enfant, je dois aussi subir cette nouvelle contrainte et j'ai l'impression d'être vraiment dépossédée de mes envies, de ma vie et voilà, encore une fois, va falloir attendre et puis tant pis, c'est comme ça et on peut rien y faire. À côté de ça, j'essaye de me trouver des occupations et puis finalement, je me rends compte que tout tourne autour de Samuel. Au moment de l'enterrement, on n'a pas eu envie que toutes les fleurs soient déposées le jour même. Et on avait pu négocier avec le fleuriste finalement que la cagnotte qu'il avait reçue soit répartie chaque semaine pour qu'on puisse avoir une tombe fleurie et jolie jusqu'à la pose du monument. Ce monument, justement, ça a été assez compliqué. Il n'existe pas de catalogue avec des monuments déjà tout faits, tout construits pour les enfants. Donc on a fait le choix de dessiner les plans et comme j'ai beaucoup de mal à me projeter, on a fini par faire une maquette en carton grandeur réelle pour que je puisse bien valider les choses et que on ait vraiment le monument dont on avait envie pour Samuel. À la maison, je passe mes journées à rédiger les remerciements, à la fois pour nos proches et puis aussi pour toutes les équipes médicales qui nous ont pris en charge. Et surtout, je commence le montage d'un film. Pendant les 17 jours de vie de Samuel, on a beaucoup filmé avec nos téléphones, tous les moments de peau à peau, de soins, le baptême. Et donc, je commence à réaliser un petit clip sur musique de tous ces moments-là. Plusieurs dates douloureuses arrivent. La première, celle des 1 mois. Et puis, fin de l'été, la date prévue de mon terme. Parfois, j'ai l'impression que je vais de plus en plus mal. J'ai des amis qui accouchent, leur bébé va bien. J'ai une amie qui accouche, son bébé se retrouve en réanimation et puis finalement s'en sort. Ça me ramène au fait que je comprends pas pourquoi ça nous arrive à nous. Dans ces moments, j'ai l'impression que la douleur est de plus en plus vive et intolérable. J'ai vraiment l'impression qu'avec Samuel, une partie de moi est morte avec lui. Et je ressens vraiment un vide. Et j'ai peur de ça, finalement, de me dire, mais est-ce que un jour, je vais à nouveau ressentir des choses? Est-ce que je vais à nouveau avoir envie de choses? Et même si je sais que j'ai besoin de ce temps-là et que je vais pas me voiler la face et reprendre une activité pour mettre tout ça de côté, c'est vrai que les journées sont vraiment très, très longues. On passe des vacances en famille, et là, pour la première fois, ça me fait toucher du doigt des premiers moments de quiétude. Je trouve aussi pas mal de réconfort en lisant des forums de parents endeuillés. Ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas tout seul à vivre ça, finalement. Et puis, où je découvre des nouveaux mots comme mamange, la maman d'un ange, ou un bébé étoile, donc un bébé qui est parti au ciel.
Et je pense de plus en plus à mon envie de bébé arc-en-ciel, qui est le bébé d'après. Au bout de 6 mois, je reprends un travail en remplacement sur Caen. Donc je rentre quelques jours par semaine. Et là, le fait de pouvoir me retrouver auprès de Samuel m'est d'un grand réconfort. Ces 6 mois passés, c'est aussi l'autorisation médicale de pouvoir remettre en route un deuxième enfant. Et là, je découvre ce que c'est que de fonder les espoirs chaque mois, de pouvoir me dire ça y est, cette fois c'est bon, de calculer les dates et de plus finalement laisser faire le hasard comme on avait pu faire avec Samuel. On me propose un poste à Caen à mi-temps et puis on décide de déménager. Samuel aurait dû avoir 1 an. On organise un moment en famille et on allume une bougie qu'on a fait personnaliser à son nom. Ce qui est compliqué, c'est de pouvoir quand même continuer à le faire vivre dans cette vie non physique. Alors on se creuse un peu les méninges pour essayer de créer des petits événements. On a organisé un lâcher de ballon. Pour Noël, on avait fait faire une boule à mettre dans le sapin à son nom. On essaie quand même de pouvoir l'intégrer dans notre quotidien par des petits gestes et des pensées. Au quotidien, je me sens vraiment maman. On a pu me dire vous en faites pas, vous en aurez un autre. Je le ressens pas comme ça. Mon envie, c'est un deuxième. C'est pas un autre. Samuel a existé, existe encore quelque part, mais voilà, je suis maman. « 15 jours après notre installation dans notre nouvelle maison, j'ai du retard. Je fais plusieurs tests et puis quand la petite croix finit par apparaître, je le dis pas tout de suite à mon ami. J'attends qu'on se retrouve plus tard au cimetière. En fait, j'annonce à Samuel qu'il va être grand frère. On ressent 10 000 choses à la fois. Du bonheur, bien sûr, mais déjà une angoisse de se dire et si on devait revivre la même chose, et si on se laissait aller à cet espoir de pouvoir avoir notre enfant avec nous et que ça devait mal se terminer aussi. Et on sait déjà dès le départ qu'on va vivre cette grossesse en apnée. C'est une nouvelle équipe médicale qui prend en charge ma grossesse. Finalement, le gynéco considère que je suis une patiente tout à fait normale. Ça me rassure pas, parce que je me dis non, je suis pas normale, j'ai cette première expérience et j'ai besoin qu'on me suive de façon peut-être plus rapprochée, j'ai besoin qu'on me rassure et non, je me considère pas comme une patiente normale. Je parle beaucoup dès le départ à ce bébé dans mon ventre, en lui expliquant à quel point on l'attend, à quel point je suis déjà heureuse d'être sa maman. Et puis, je lui explique que parfois, il pourra sentir que je suis triste, mais que c'est pas de sa faute, qu'il a un grand frère qu'il connaîtra jamais, et que parfois je pourrais ressentir des choses un peu mélangées, mais qu'il faut pas qu'il s'inquiète, que ça ira et qu'on passera cette grossesse ensemble. On voit le gynécologue tous les mois. À chaque fois, tout se passe bien. L'écho qu'on passe nous donne un répit jusqu'à la suivante. Au 4e mois, on apprend que c'est un garçon. Je suis vraiment plus qu'heureuse parce que je ne voyais pas ça autrement. Une fois l'échéance des 6 mois et demi passés, je savais qu'on avait fait le plus dur et qu'on pouvait maintenant envisager sereinement la naissance. Dans la continuité de la grossesse, l'accouchement se passe bien. Notre petit garçon arrive comme prévu. Et puis là, j'ai enfin le bonheur de pouvoir l'avoir sur moi quasiment juste après son arrivée. Au moment où je vois Sacha pour la première fois, la première chose que je ressens, c'est du soulagement. Je me dis que ça y est, il est là, il va bien, il pleure, les médecins autour de nous plaisantent. On est vraiment dans une autre configuration que ce qu'on a pu vivre auparavant. Je ressens que ça y est, on va avoir le droit d'être des parents normaux et qu'on va retourner dans la chambre avec notre enfant, qu'on va pouvoir le présenter à tout le monde et qu'on a vraiment une nouvelle vie qui va démarrer. Aujourd'hui, je suis la maman heureuse de 2 petits garçons. Sacha, que j'ai le bonheur de voir chaque matin et de retrouver chaque soir. Et Samuel,
qui m'accompagne, qui est avec moi toute la journée. Et j'ai presque l'impression finalement d'avoir une relation privilégiée avec mes enfants et de vivre des choses avec eux que peuvent pas vivre toutes les autres mamans. Je dois encore faire face à mon passé, à ma tristesse de certains moments. Mais je sais que j'avance tous les jours et la question qui me reste aujourd'hui, c'est comment je vais pouvoir faire vivre cette fratrie. Quelle place je peux donner à Samuel pour qu'il ait sa place, parce qu'il a sa place. Et en même temps, que cette place, elle ne devienne pas trop envahissante, que Sacha ne ressente jamais le fait d'avoir été le bébé de remplacement. Comment finalement conjuguer ces deux existences. Et je sais qu'aujourd'hui, j'avance comme je peux avec comme seule priorité le bonheur de Sacha. Vous venez d'écouter le 111e épisode de Transfert. L'histoire de Tiphaine a été recueillie par Jeanne-Marie Desnos. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Sarah Koskiewicz et Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Sable Blanc. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou votre application de podcast préférée.